Bonjour. Dans n'importe quel type de comportement, il y a intervention d'un circuit neuronique. Si on considère une activité de type réflexe inné, et l'exemple du réflexe myotatique, qui est une contraction d'un muscle suite à sa stimulation, qui est son étirement. Cette stimulation est convertie en un message véhiculé par un circuit nerveux monosynaptique, faisant intervenir deux neurones qui ne sont pas identiques. L'un sensitif, lié au récepteur, le fuseau neuromusculaire, qui permet la réception du stimulus, envoyant un message au centre nerveux, la moelle épinière. L'autre, moteur, qui envoie un autre message du centre nerveux à l'effecteur, le muscle, permettant ainsi sa contraction. On s'intéresse à une étude comparative, d'une part structurale et d'autre part fonctionnelle, entre ces deux neurones, et par la suite, nous allons dégager les propriétés des signaux électriques mis en jeu. Je cède la parole à ma collègue Santos. On commence par la comparaison structurale, abordant d'abord les ressemblances. On remarque dans chaque neurone la présence d'un corps cellulaire, d'une fibre nerveuse myélinisée qui contient dans sa membrane, au niveau des étranglements du nœud de Ranvier, des canaux voltage dépendants à Na+ et K+, à l'origine de la naissance et de la propagation du potentiel d'action. Et au niveau des boutons présynaptiques, des canaux voltage dépendants à calcium à l'origine de l'exocytose d'un type de neurotransmetteur. Dans les différences, on va préciser les caractéristiques de chacun de ces deux types de neurones qui permettent leur identification. Mon collègue Mohamed va s'intéresser aux neurones sensitifs et je vais prendre le neurone moteur. Mohamed? À partir du corps cellulaire du neurone sensitif, s'étend un seul prolongement myélinisé qui s'oriente d'une part vers la périphérie, formant la dendrite longue, d'autre part vers le centre, formant l'axone, qui se termine par l'arborisation terminale. Le premier nœud de Ranvier de la dendrite constitue le site générateur. Il s'agit donc de neurones unipolaires sensitifs. Sandos, à vous la parole. Pour le neurone moteur, oui, à partir de son corps cellulaire partent deux types de ramifications qui sont d'une part des dendrites qui sont courtes et ramifiées, centrales, et d'autre part un axone unique périphérique myélinisé, se terminant par une arborisation terminale. Le cône axonique du neurone constitue son site générateur. Il s'agit d'un neurone multipolaire moteur. On va localiser les différentes parties de chaque neurone dans son tissu. Parmi les particularités des neurones existe la localisation. La localisation des différentes structures qui forment ces neurones dans le tissu nerveux. Je vais m'intéresser aux neurones sensitifs. La dendrite part du récepteur sensoriel. Cette dendrite ou fibre sensitive se prolonge dans le nerf rachidien, puis dans la racine postérieure, jusqu'au ganglion spinal, qui contient le corps cellulaire unipolaire. Et elle s'étend en un axone qui rejoint la substance blanche, puis la substance grise, où il se ramifie en une arborisation terminale. Pour le neurone moteur, l'axone part du corps cellulaire localisé dans la corne antérieure de la substance grise et se prolonge dans la substance blanche, puis dans la racine antérieure, puis
dans le nerf rachidien. Ensuite, il va rejoindre, grâce à son arborisation terminale de l'axone, le muscle. Je poursuis avec les caractéristiques des neurones. Cette fois-ci, concernant l'arborisation terminale, je m'intéresse aux neurones sensitifs. La ramification axonique de ce neurone entre en contact soit avec des dendrites ou aussi le corps cellulaire, donc d'un neurone moteur, soit avec des dendrites et corps cellulaire d'un interneurone. L'arborisation terminale du neurone moteur entre en contact avec quelques fibres musculaires. L'ensemble motoneurone et fibres musculaires constitue une unité motrice. Nous allons nous intéresser aux caractéristiques fonctionnelles des deux neurones impliqués dans le réflexe myotatique. Je vais commencer par le neurone sensitif. Sur l'extrémité dendritique d'une fibre sensitive, un A, on a placé des oscillos O1, O2 et O3 respectivement sur l'extrémité dendritique d'une fibre sensitive 1A, au niveau du fuseau neuromusculaire, puis au niveau du premier nœud de Ranvier et enfin au deuxième nœud de Ranvier. On a appliqué des stimulations, des étirements d'intensité croissante, mais avec la même durée sur le fuseau neuromusculaire. Avec la stimulation S1 d'intensité la plus faible, on a enregistré en O1 une légère dépolarisation qui n'a pas atteint le seuil d'excitation. Avec l'intensité S2 légèrement supérieure à S1, en O1, on a enregistré une légère dépolarisation d'amplitude supérieure à celle de la première enregistrée en O1. Avec l'intensité S3, en O1, on a enregistré une légère dépolarisation d'amplitude supérieure à celle obtenue avec S2. Ces légères dépolarisations ont été enregistrées au niveau d'un site récepteur sensoriel ou transducteur, le fuseau neuromusculaire. Il s'agit de potentiels de récepteurs qui codent l'intensité du stimulus en modulation d'amplitude. En O2, les potentiels de récepteurs présentent des amplitudes inférieures à celles obtenues en O1. En O3, nous avons enregistré le potentiel de repos. Donc, les potentiels de récepteurs se propagent en diminuant d'amplitude et finissent par disparaître. Ils présentent donc une deuxième caractéristique. Ils sont décrémentiels. Nous allons poursuivre l'expérience, mais cette fois-ci avec des intensités encore croissantes, avec une intensité S4 supérieure à S3. On a enregistré en O1 un potentiel de récepteur d'amplitude croissante par rapport à celle que nous avons enregistrée en S3. Avec une intensité S5, en O1, on a enregistré un potentiel de récepteur d'amplitude encore supérieure à celle obtenue avec l'intensité S4 et qui a dépassé largement le seuil de dépolarisation. Il n'y a pas eu naissance d'un potentiel d'action. En effet, il n'y a pas de canovoltage dépendant au niveau des récepteurs sensoriels. Dans l'oscillo O2 et avec l'intensité S4, on remarque que le potentiel de récepteur a atteint le seuil de dépolarisation moins 50 mV
et a engendré un potentiel d'action propageable puisqu'il a été enregistré dans l'OCIO3. Le potentiel d'action a pris naissance au niveau du premier nœud de Ranvier. Donc, ce dernier contient les premiers canaux voltage dépendants. Il s'agit d'un site générateur. Avec l'intensité S5, on remarque qu'au niveau du site générateur, le premier nœud de Ranvier, le potentiel de récepteur a engendré deux potentiels d'action de même amplitude propageable, puisqu'ils ont été captés en O3. Donc, l'intensité du stimulus a été codée en modulation de fréquence de potentiel d'action qui forme le message nerveux sensitif. Les stimulations d'intensité d'étirement S1, S2, S3 ne sont pas efficaces, n'ont pas engendré un PA, d'où le PR enregistré en O4. Et par conséquent, la synapse est en état de repos, ce qui empêche la modification de la polarisation membranaire du neurone postsynaptique, le motoneurone, d'où les PR enregistrés en O5 et en O6. Maintenant, la stimulation d'intensité S4 supérieure à S3 est efficace. Elle a donné un PA propageable qui arrive en O4, puis vers le bouton synaptique qui montre des vésicules en exocytose, permettant la libération d'une quantité insuffisante du neurotransmetteur, qui est dans ce cas excitateur, qui dépolarise le neurone postsynaptique à l'origine d'un PPSE qui, lorsqu'il arrive au niveau du cône axonique, son amplitude est inférieure au seuil et par conséquent ne génère pas de PA, d'où le potentiel de repos obtenu en O6. Maintenant, la stimulation d'étirement S5 supérieure à S4 est aussi efficace, qui est à l'origine d'un message nerveux sensitif propageable le long de l'axone du neurone sensitif, représenté en O4 par 2PA, lorsqu'il arrive au niveau du bouton synaptique du neurone présynaptique, permet l'activation de la synapse qui relie le neurone sensitif au neurone moteur et l'état de la synapse fonctionnelle présente une membrane présynaptique toujours avec des vésicules en exocytose et on observe dans le bouton présynaptique un nombre de vésicules qui diminue par rapport à l'état précédent. Et par conséquent, la libération d'une quantité suffisante du neurotransmetteur qui entraîne au niveau du cône axonique par sommation temporelle des deux PPSE, un PPSE global qui atteint le seuil et génère un PA propageable à l'origine de la contraction du muscle. Le fonctionnement de la synapse nécessite l'arrivée d'un message nerveux sensitif codé en modulation de fréquence de PA qui va être à l'origine d'un message chimique codé en modulation de quantité de neurotransmetteurs libérés au niveau de la synapse excitatrice et par la suite au niveau du neurone postsynaptique, la naissance d'un PPSE codé en modulation d'amplitude qui se propage vers le cône axonique où il y a la présence des CVD permettant la naissance d'un message moteur codé en modulation de fréquence de PA à condition que le PPS global est un PPSE qui va atteindre ou dépasse le seuil.
d'où ce codage en modulation de fréquence de PA. Pour résumer, Mohamed, le fonctionnement de ces neurones est en relation avec leurs différences structurales. Essayons ensemble de mettre les points essentiels qui relient les structures de chaque neurone à sa fonction. Je commence. Quelle est la condition d'activation de ces neurones? Mohamed, pour le neurone sensitif. Le neurone sensitif, son activation nécessite une intensité d'étirement appliquée sur un site transducteur qui représente l'extrémité d'une dendrite qui est longue et myélinisée. 102. Oui, pour le neurone moteur, les dendrites, on a dit, elles sont courtes et ramifiées et elles ne sont pas myélinisées. Elles peuvent jouer le rôle de la membrane synaptique dans le cas de la synapse neuroneuronique dite axodendritique qui contient des canaux chimiodépendants spécifiques à un type de neurotransmetteur. Mohamed? Quels sont alors les types des phénomènes obtenus au niveau de ces neurones? Oui, pour le neurone sensitif. Donc. Pour le neurone sensitif, on enregistre un potentiel de récepteur. En effet, au niveau du site transducteur, l'énergie mécanique est convertie en une énergie électrique. C'est le potentiel de récepteur, dont l'amplitude est proportionnelle à l'intensité de l'étirement. Il peut atteindre ou dépasser le seuil de dépolarisation sans engendrer de potentiel d'action. Donc, il ne contient pas de canaux voltage dépendants à Na+, et à K+. 102. Oui. Pour le neurone moteur, on enregistre la naissance d'un PPS. En effet, l'arrivée d'un message nerveux sensitif au bouton présynaptique permet la libération d'une quantité de neurotransmetteurs qui est proportionnelle à la fréquence des PA présynaptiques et qui est à l'origine d'un PPS E global par sommation temporelle qui peut atteindre ou dépasser le potentiel seuil, mais sans générer de potentiel d'action, car les dendrites ne contiennent pas des canaux voltage dépendants à Na+, et K+. Les deux phénomènes présentent une même caractéristique, c'est un codage en modulation d'amplitude. Cependant, l'origine du potentiel de récepteur, il est bien physique. Oui, alors que le PPS est d'origine ionique. Qu'est-ce qu'on peut poser aussi comme autre question, Mohamed? Quelle est la condition et le lieu de naissance du message nerveux? Pour le neurone sensitif, le potentiel de récepteur se propage avec amortissement vers le premier nœud de Ranvier de la dendrite. S'il atteint ou dépasse le seuil de dépolarisation de moins 50 mV, il engendre un message nerveux sensitif, codé en modulation de fréquence de potentiel d'action. Donc, le premier nœud de Ranvier contient les premiers canaux voltage dépendants à Na+, et à K+, à l'origine de la naissance des potentiels d'action et par conséquent, c'est un site générateur. 102. Oui, pour le neurone moteur, les PPS obtenus se propagent aussi avec amortissement à travers la membrane postsynaptique du corps cellulaire, qui ne contiennent pas de canaux voltage dépendants. Lorsqu'il arrive au niveau du cône axonique, leur sommation maintenant temporelle et ou spatiale donne un PPS global. Si ce PPS global est excitateur, un PPSE, il peut atteindre ou dépasser le seuil de dépolarisation moins 50 mV. À ce moment-là, il engendre un message nerveux moteur codé en modulation de fréquence de PA. Les deux messages nerveux obtenus au niveau des sites générateurs se propagent d'un nœud de Ranvier à un autre selon un mode de conduction qui est saltatoire, tout en gardant la même fréquence de PA le long de la fibre du même neurone, qui est pour le neurone sensitif dendrite
puis axone. Et pour le neurone moteur, c'est l'axone. N'oubliez pas que ces deux neurones forment le circuit nerveux monosynaptique du réflexe myotatique et qui sont excitateurs. Voilà, merci de votre attention.